Tout le monde le sait, elle est tombée enceinte exprès pour le piéger. J'étais debout dans le couloir, juste devant la cuisine de ma belle-mère, serrant ma fille de 6 mois contre moi, quand j'ai entendu ma belle-sœur, Aurélie, prononcer ces mots. Elle ne chuchotait pas. Elle voulait que je l'entende. Elle se donnait en spectacle devant un public de tantes et de cousines, et j'étais censée être la méchante dans son petit théâtre du réveillon de Noël. Benoît avait un avenir brillant devant lui avant qu'elle n'arrive, a poursuivi Aurélie, maintenant il se retrouve coincé à financer son train de vie de paresseuse pendant qu'elle reste à la maison en prétendant qu'être mère est un travail à plein temps. Elle ne travaille pas. Elle ne contribue à rien. C'est lui qui paie tout. C'est pathétique. J'ai réajusté ma fille sur ma hanche. Elle dormait, sa petite main recroquevillée contre ma clavicule. Elle n'avait aucune idée que son existence même servait de preuve dans un procès contre sa mère. Et Aurélie n'avait aucune idée que l'homme qu'elle prétendait m'entretenir était en réalité soutenu par moi d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment, j'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je m'appelle Clémence Marchand-Lefebvre. J'ai 32 ans. J'ai un MBA de HEC Paris, un diplôme de droit de la Sorbonne que je n'ai jamais utilisé, et un fonds fiduciaire auquel je n'ai jamais touché. Ce que je possède, et que personne dans la famille de Benoît ne sait, c'est une participation majoritaire de 51% dans les industries marchands, une entreprise de logistique et de fabrication que mon grand-père a fondée en 1962. Elle emploie actuellement 2400 personnes à travers plusieurs régions d'Europe et génère environ 170 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Benoît y travaille. Il est directeur régional des ventes. Il gagne 130 000 euros par an, plus les bonus. Il pense avoir obtenu ce poste grâce à son entretien impressionnant et à son diplôme d'une petite école de commerce de province. En réalité, il a eu ce poste parce que j'ai demandé à mon père de l'embaucher. Quand Benoît et moi nous sommes rencontrés il y a 4 ans, il travaillait dans une start-up en difficulté qui était à 3 mois de la faillite. Il était talentueux, ambitieux, mais il coulait. J'ai vu son potentiel. Plus important encore, je l'aimais. Alors, quand la start-up a mis la clé sous la porte et qu'il était dévasté, j'ai discrètement mentionné à mon père qu'il y avait peut-être un bon candidat qui valait la peine d'être reçu. Mon père, en homme d'affaires avisé, a obligé Benoît à gagner sa place. Le processus d'entretien a été rigoureux. La première année était une période d'essai, mais Benoît a été à la hauteur. Il a travaillé dur. Il a fait ses preuves et, finalement, il est devenu l'un des meilleurs éléments de l'entreprise. Il n'a simplement jamais su à qui appartenait la société pour laquelle il travaillait. Je ne lui ai pas dit parce que je ne voulais pas que notre relation soit une question d'argent. J'avais fréquenté des hommes auparavant qui changeaient à l'instant même où ils découvraient la fortune de ma famille. Soit ils devenaient intimidés et pleins de ressentiment, soit ils devenaient calculateurs et cupides. Benoît n'était ni l'un ni l'autre. Il m'aimait quand il pensait que j'étais juste une consultante en freelance travaillant à domicile. Il m'a demandé en mariage avec une bague pour laquelle il avait économisé pendant 8 mois. Il a pleuré à la naissance de notre fille. J'ai gardé les affaires de ma famille séparées de ma vie privée parce que je voulais protéger ce que nous avions. Je voulais savoir qu'il m'avait choisi pour moi, et non pour mon patrimoine. Mais en restant dans ce couloir à écouter Aurélie raconter à une pièce pleine de gens que j'étais une croqueuse de diamants manipulatrice qui ne contribuait en rien à son mariage, j'ai réalisé que mon silence avait créé un vide, et qu'Aurélie l'avait rempli de venin. Je suis entrée dans la cuisine. La conversation s'est arrêtée net, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. 6 visages se sont tournés vers moi. Le sourire narquois d'Aurélie n'a pas faibli. Elle était audacieuse, je lui accorde au moins ça. Clémence, a-t-elle dit d'un ton mielleux, nous disions justement à quel point Benoît a de la chance d'avoir une épouse aussi dévouée. J'ai entendu, ai-je répondu, tu as une vision très précise de notre mariage. Incorrecte, mais précise. Ses yeux se sont plissés. Je ne fais que dire ce que tout le monde pense. Benoît avait des rêves avant que tu n'arrives. Il allait monter sa propre boîte. Maintenant, il trime dans un boulot de bureau pour payer tes courses bio et tes cours de pilates pendant que tu joues à la maman au foyer. Ce boulot de bureau,
Ai-je dit calmement, c'est aux industries marchands. C'est l'entreprise de ma famille. Mon grand-père l'a fondée. Mon père en est le PDG, et j'en suis l'actionnaire majoritaire. Le silence dans la cuisine était si total que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge du salon. L'une des tantes a posé son verre de vin. Une cousine a couvert sa bouche de sa main. Le sourire d'Aurélie s'est décomposé en confusion, puis en incrédulité, avant de laisser place à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Ce n'est pas vrai, a-t-elle bégayé. Benoît nous l'aurait dit. Benoît ne le sait pas, ai-je rétorqué, je ne le lui ai jamais dit. Je voulais que notre relation repose sur ce que nous sommes, pas sur ce que je possède. Mais puisque tu es si inquiète de savoir qui entretient qui, laisse-moi être claire. Le salaire de Benoît, sa mutuelle, son plan d'épargne retraite, son bonus annuel, tout cela provient d'une entreprise dont je détiens le contrôle. Chaque euro qu'il dépose sur notre compte joint provient de l'entreprise de ma famille. Je ne travaille pas parce que je n'en ai pas besoin. Mes investissements génèrent plus de revenus passifs en un mois que Benoît n'en gagne en un an. J'ai laissé mes paroles peser dans l'air. Le visage d'Aurélie était devenu livide. La femme paresseuse dont tu te moques depuis 2 ans pourrait acheter cette maison. Je pourrais acheter toute la rue. Je reste à la maison avec ma fille parce que je le choisis, pas parce que je suis incapable de faire autre chose. Et l'homme que tu penses être coincé à m'entretenir a une carrière parce que je l'aimais assez pour lui donner une opportunité quand il n'avait plus rien. Je me suis détournée pour partir, puis je me suis arrêtée. Encore une chose, Aurélie. Tu as dit que Benoît avait un avenir brillant avant moi. Laisse-moi te dire où il allait vraiment. Sa start-up était à 3 mois de la faillite. Il avait 45 000 € de dette. Il dormait sur le canapé d'un ami parce qu'il ne pouvait plus payer son loyer. Je ne l'ai pas piégé. Je l'ai sauvé. Et je ne le lui ai jamais jeté à la figure parce que ce n'est pas ça, l'amour. Je suis sortie de la cuisine avec ma fille toujours endormie paisiblement contre ma poitrine. Benoît m'a retrouvée 20 minutes plus tard dans la chambre d'amis, assise dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre. Son visage exprimait un mélange de choc et de quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Aurélie vient de me raconter ce qui s'est passé, a-t-il dit lentement. Elle a dit que tu prétendais posséder les industries marchands. Je ne le prétends pas. C'est la vérité. Il s'est assis sur le bord du lit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'avais besoin de savoir que tu m'aimais pour moi. Pas pour ce que je pouvais t'apporter. Pas pour la sécurité, le statut ou les privilèges. Juste moi. Je l'ai regardé. Et c'est ce que tu as fait, Benoît. Tu m'as demandé en mariage avec une bague qui coûtait une fraction de ce que j'aurais pu m'offrir moi-même. Tu as fait des heures supplémentaires pour payer notre lune de miel. Tu m'as tenu la main en salle d'accouchement et tu m'as dit que j'étais la personne la plus forte que tu aies jamais rencontrée. Rien de tout cela n'était lié à l'argent. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Il est resté silencieux un long moment. Je pouvais le voir assimiler l'information, recalculer, recadrer tout ce qu'il pensait savoir sur notre vie commune. Alors, mon travail, a-t-il commencé. Tu as mérité ce travail. Mon père ne fait pas de cadeaux. Je lui ai demandé d'examiner ta candidature, mais tu as passé le même processus d'entretien que tout le monde. Tu as été promu parce que tu étais performant. C'est grâce à toi. J'ai juste ouvert une porte. C'est toi qui l'as franchie tout seul. Il a hoché la tête lentement. Puis il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas de la trahison, mais quelque chose de plus doux. Tu aurais pu me le dire à n'importe quel moment. Tu aurais pu t'en servir, me le jeter à la figure quand nous nous disputions. Me faire sentir petit. Mais tu ne l'as jamais fait. Parce que cela m'importe peu de savoir qui gagne plus ou qui possède quoi. Nous sommes des partenaires. C'est comme ça que j'ai toujours vu les choses. Il s'est levé, s'est approché de moi et s'est agenouillé près du fauteuil. Il a regardé notre fille dormant dans mes bras, puis il m'a regardé. Je suis désolé, a-t-il dit, pour ce qu'Aurélie a dit, pour ne jamais l'avoir remise à sa place.
pour t'avoir laissé affronter ça seule. Je n'étais pas seule. J'ai simplement choisi de gérer ça à ma façon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai pris une inspiration. C'était la partie à laquelle je pensais depuis que j'étais sortie de cette cuisine. Aurélie a passé 2 ans à empoisonner ta famille contre moi. Elle leur a dit que j'étais une profiteuse, une manipulatrice, une paresseuse. Elle l'a fait lors des dîners, pendant les vacances, dans mon dos et en face de moi. Ce soir n'était que la version la plus bruyante. J'ai ignoré tout ça parce que je pensais que ça n'avait pas d'importance. Mais ça en a, Benoît, parce que notre fille va grandir en entendant ces chuchotements. Elle va apprendre que sa mère est quelqu'un dont on se moque. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai besoin que tu fasses un choix. Soit Aurélie présente des excuses publiques à toute la famille pour chaque mensonge qu'elle a raconté, soit elle sort définitivement de nos vies. Pas de fête, pas d'anniversaire, pas de dîner décontracté. Elle ne peut pas me démolir pendant des années et prétendre ensuite que rien ne s'est passé juste parce qu'elle s'est fait prendre. Benoît n'a pas hésité. Je lui parlerai demain. Non, ai-je dit, ce soir. Parce que si elle s'endort en pensant que ça va passer, elle se réveillera en croyant qu'elle peut simplement attendre que l'orage se calme. Elle doit comprendre que les actes ont des conséquences et que le silence est une complicité. Il s'est levé. Il m'a embrassé le front. Il a embrassé la tête de notre fille. Puis il est sorti de la pièce. J'ai entendu des éclats de voix en bas 20 minutes plus tard. Aurélie pleurait. Benoît était ferme. Leur mère essayait de faire la médiatrice. Leur père restait silencieux. À la Saint-Sylvestre, Aurélie avait fait son choix. Elle a refusé de s'excuser. Elle m'a traitée de menteuse manipulatrice et m'a accusée d'avoir acheté la loyauté de Benoît. Elle a dit à leurs parents que j'avais tout inventé pour la faire passer pour la méchante. Benoît a fait son choix lui aussi. Il a envoyé un message groupé à toute sa famille le 31 décembre à 23h58. Il disait: Aurélie a passé des années à manquer de respect à ma femme avec des mensonges et de la cruauté. On lui a demandé de s'excuser et elle a refusé. Jusqu'à ce qu'elle le fasse, elle n'est pas la bienvenue chez moi, à mes événements, ou auprès de ma fille. J'aime ma famille, mais je ne sacrifierai pas mon mariage pour maintenir une paix de façade avec quelqu'un qui lui a déclaré la guerre. La famille a explosé. Certains ont pris le parti d'Aurélie. La plupart non. Ceux qui comptaient, ceux qui m'avaient toujours traité avec gentillesse, m'ont contacté en privé pour s'excuser de ne pas avoir parlé plus tôt. Aurélie ne s'est jamais excusée. Elle ne l'a toujours pas fait. Cela fait maintenant 14 mois. Elle a vu sa nièce exactement 2 fois, les 2 fois lors d'événements où s'éviter était impossible. Je suis assise dans mon salon en ce moment, regardant ma fille faire ses premiers pas chancelant sur le tapis. Benoît est au sol avec elle, les bras tendus, l'encourageant à chaque petite victoire. Il travaille toujours dans la même entreprise. Il ne me traite pas différemment maintenant qu'il connaît la vérité. Il m'aime exactement de la même manière qu'il l'a toujours fait. C'est comme ça que je sais que j'ai fait le bon choix en gardant mon secret aussi longtemps que je l'ai fait. Et c'est comme ça que je sais que j'ai fait le bon choix en finissant par dire la vérité. Certains secrets protègent l'amour, et certaines vérités le libèrent. Si vous avez déjà dû vous défendre alors que personne d'autre ne le faisait, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette histoire. Et n'oubliez pas, les gens qui se moquent de vous parce que vous êtes silencieux pourraient bien être en train de marcher sur un sol que vous avez vous-même construit.